le monde. De quoi est-il fait? Comment s'est-il créé? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que l'espace? Qu'est-ce que la matière? Qu'est-ce que l'esprit? Et qu'est-ce que l'homme, là au milieu, qui se pose toutes ces questions? Depuis toujours, l'homme a tenté d'y répondre. Par les religions, par les sciences, par la philosophie, par l'observation de tout ce qui est autour de lui. Mais parmi les savants, les artistes, les philosophes et les hommes d'église, certains ont étudié et travaillé la nature de façon bien étrange. Ce sont les alchimistes. N'aurait-il pas trouvé quelques réponses en cherchant cette extraordinaire pierre philosophale qui permettrait, dit-on, de transmuter les métaux en or? Partir à la découverte de l'alchimie et de ses mystères pourrait donc nous apporter quelques lumières inhabituelles sur ces questions fondamentales de la condition humaine. C'est ce que les alchimistes laissent deviner dans leurs traités et sur quelques monuments. On nous a dit d'aller d'abord à Bruxelles, sur la Grand Place. Il paraît que les alchimistes y ont inscrit quelques-uns de leurs secrets. Il y aurait donc au cœur de l'Europe une place alchimique. Elle est sous la protection de Saint Michel. C'est dans les décorations extraordinaires qui ornent les façades qu'il nous faut chercher la trace des alchimistes. On peut voir dans ce décor des évocations mythologiques, politiques, religieuses. On peut y lire les témoignages de la prospérité des propriétaires des maisons, les enseignes d'activités commerciales ou les emblèmes de diverses corporations. Mais les ors de ces décors engendrent une étrange fascination. Ces façades suscitent l'imaginaire, le rêve, comme si elles étaient des clés pour ouvrir d'autres dimensions de notre monde. L'histoire de la Grand Place épouse la démarche de l'alchimie. Elle connaît d'abord son œuvre au noir, c'est-à-dire sa destruction. Et c'est Louis XIV qui s'en charge. En 1695, ses armées bombardent Bruxelles.
À part le beffroi de l'hôtel de ville, il ne reste plus rien des constructions médiévales. Mais à peine 5 ans plus tard, tout est reconstruit, comme par enchantement, selon un plan décoratif très précis. Celui de Guillaume de Bruyn, architecte et magistrat de la ville. À la fin des travaux, il monte sur un échafaudage au pied de la statue de Maximilien de Bavière et lance à ses ouvriers : Vous avez eu la conscience de travailler pour l'éternité. Il avait donné à la Grand Place de Bruxelles une certaine forme d'immortalité grâce à ce décor qui continue aujourd'hui à questionner les visiteurs et les passants. On dit qu'il avait dissimulé dans les ornements un véritable grimoire d'alchimie. Sur les façades, on retrouve souvent l'écho des gravures énigmatiques qui ornent les différents traités d'alchimie des XVIe et XVIIe siècles. Le Mutus Liber. La splendeur du soleil. Le musée hermétique. Le lever de l'aurore. Ces mystérieuses images alchimiques semblent avoir un étonnant pouvoir d'attraction. Que vient-on chercher ici ? Les sources intimes de la culture du monde occidental, peut-être. En cette fin du XVIIe siècle, sur la Grand Place de Bruxelles, des alchimistes ont voulu, avec Guillaume de Bruyn, laisser une dernière trace de leurs extraordinaires connaissances. À l'aube du siècle des Lumières et de la raison, ils avaient compris que l'alchimie allait donner naissance à la chimie, et que leur conception de la matière et de l'univers était condamnée à rentrer dans l'ombre pour de nombreuses années. Afin que leur connaissance précieuse, mais dangereuse, ne soit pas perdue ni dévoyée, ils ont gravé de façon énigmatique quelques-uns de leurs secrets. Cette rose en est le signe. C'est la fleur du secret. Et c'est aussi, dit-on, avec le phénix, une image de la pierre philosophale. Pour déchiffrer ce grimoire que sont toutes ces façades, il nous faudrait les lumières d'un alchimiste. Mais où le trouver ? Loin de la foule de la Grand Place. Car dans le calme discret de leur maison, il existe encore, de nos jours, des alchimistes. Leur laboratoire est un laboratoire d'aujourd'hui, sans toile d'araignée ni chauve-souris. Patrick Burenstenas est devenu alchimiste après avoir fait des études de physique dans une grande école d'ingénieurs. J'ai travaillé sur la résistance des matériaux, particulièrement, sur la mécanique des poudres, pas des poudres explosives, mais des poudres métalliques. Et puis j'ai travaillé plus particulièrement sur ce qu'on appelle, c'est un peu barbare, hein, les paliers de roulement autolubrifiants. Mais loin de moi l'idée de penser qu'il y avait une arme, qu'il y avait un esprit à l'intérieur du métal. Et on franchit le pas en faisant de l'alchimie. Une matière première, ici, un minerai métallique et un sel pour provoquer la fusion. Là, je prépare mon sel de rosé. Et je vais mettre mon creuset.
C'est en faisant fondre ce métal que l'alchimiste espère, un jour, y découvrir la pierre philosophale. Mais s'agit-il vraiment de la simple fusion d'un métal? Tout scientifique se heurte un moment à un mur. Alors j'ai cherché ailleurs, autrement. Et c'est comme ça que je suis tombé par hasard sur l'alchimie. Alors je suis tombé sur un vieux livre de Jolivet-Castelot, et ce vieux livre parlait de l'âme de la matière. C'est-à-dire qu'il considérait qu'il y avait quelque chose d'impalpable associé à la matière, sur lequel on avait une action qui donnait une réaction. Je dis, ça c'est très intéressant, il n'y aurait donc pas que la matière inerte, mais il y aura autre chose. Alors je me suis intéressé à cette autre chose, et dans ce livre, pour la première fois, j'ai entendu parler d'alchimie. Alors évidemment, ma première réaction, ça a été, qu'est-ce que c'est que ce fatras de superstition moyenâgeuse? Sauf qu'à l'intérieur de ce livre, il y avait des expériences. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Alors j'ai essayé, et puis il s'est passé des choses que je n'ai pas comprises. Alors à partir de ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ça de côté en disant, oh là là, c'est un truc bizarre, dangereux, ça ne va pas me donner de réponse, mais ça va m'apporter d'autres questions? Ou alors j'essaye de continuer dans la branche pour voir un petit peu ce qui va se passer. Et j'ai continué dans cette branche, c'est-à-dire que j'ai monté mon laboratoire, et puis j'ai travaillé dedans pendant une vingtaine d'années. Et puis je suis arrivé à un certain nombre de conclusions, qu'effectivement la matière ne se limitait pas au visible, mais qu'il y avait autre chose, et que finalement l'autre chose, c'était ça l'important, c'était l'essentiel. Et puis ça rejoint assez bien aujourd'hui les théories de physique quantique ou d'hypercorde, où on dit finalement que la matière, c'est jamais qu'une onde qui tourne, et que le plus important dans un corps, est-ce que c'est la matière ou est-ce que c'est le plan qui est dedans? Comme tout chercheur, l'alchimiste a pour désir de voir agir devant lui les ressorts cachés de la nature et s'ouvrir le secret des formes.